Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo où on va corriger un sujet de Centrale MP 2013, la première partie qui s'intéresse aux atomes froids. Donc c'est un sujet qui va nous permettre de mettre en application le cours sur le dipôle rayonnant. Et c'est un très beau sujet puisqu'il s'intéresse à une expérience historique qui est le refroidissement d'atomes par confinement laser. C'est une expérience qui a été notamment menée par le professeur Claude Cohen-Tanucci au laboratoire Kastler-Brossel et qui lui a valu, donc un laboratoire qui est rattaché à l'ENS de Paris, et qui lui a valu le prix Nobel en 1997. Et donc ce qui est très beau, et c'est souvent le cas dans les sujets de centrale, c'est qu'on va essayer de voir comment avec toutes les connaissances qu'on a apprises en classe préparatoire, on peut aborder ce genre de technologie et de sciences ultra modernes, et la comprendre au maximum, comprendre les enjeux de l'expérience, et expliquer comment on va refroidir ici un atome à l'aide de plusieurs faisceaux laser qu'on va pointer dans sa direction. Et donc l'objectif de ce sujet, c'est d'expliquer ça. Alors comme souvent dans les sujets de type central, la difficulté n'est pas tant d'ordre technique. Bien sûr, il y a des calculs et il va falloir être capable de mener à bien un certain nombre de démonstrations avancées, mais surtout dans les sujets de centrale, ce qui est important, c'est d'essayer quand même de comprendre au maximum vers où le sujet veut nous mener, de comprendre la physique qu'il y a derrière. Et c'est important pour ça, par exemple, de bien visualiser le plan du sujet. Le sujet se décompose toujours en plusieurs parties, et dans chaque partie, il y a des paragraphes, des sous-parties qui cherchent chacune à démontrer quelque chose, et souvent on réutilise les résultats précédents pour avancer. Et quand on fait le sujet, il faut essayer de ne pas voir juste un enchaînement de questions et de calculs, mais de voir vraiment une histoire se construire et comprendre ce qui se passe derrière. Et donc là, en l'occurrence, on a un sujet qui est en trois parties, en tout cas pour ce premier problème. Dans un premier temps, on s'intéresse au modèle de l'électron élastiquement lié, et là on va voir un certain nombre de résultats très classiques du cours. On va voir dans une deuxième partie la notion de pression de radiation, c'est-à-dire qu'on va envoyer... donc le modèle de l'électron élastiquement lié va nous permettre de modéliser un atome. Donc ça, c'est ce qu'on va voir, le comportement d'un atome. Et quand on va envoyer une onde électromagnétique sur cet atome, on va voir qu'il va être soumis à une force, et ce qu'on va caractériser par la pression de radiation. Et on va voir que grâce à cette force, dans la troisième partie, on va être capable de ralentir les atomes. Et donc c'est tout l'enjeu de cet exercice. La première partie est assez classique, avec beaucoup de démonstrations proches du cours. Puis petit à petit, ça sera de moins en moins compliqué d'un point de vue technique, mais de plus en plus avancé d'un point de vue de compréhension, et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors dans un premier temps, on s'intéresse à modéliser l'atome qu'on va essayer de refroidir, et on utilise ce qu'on appelle le modèle de Thomson. Alors le modèle de Thomson, c'est un modèle dans lequel on va supposer que le noyau est une sphère chargée positivement. Ici, sa charge totale est notée plus E, et qu'elle occupe une sphère de rayon petit a. On suppose qu'elle est chargée de manière uniforme, et on suppose que l'électron va être un point en fait qui va se déplacer dans ce noyau. Donc c'est loin du modèle planétaire, hein, c'est un premier modèle d'atome qui donne déjà des résultats intéressants dans le cadre du modèle de l'électron élastiquement lié. Alors on nous demandait de trouver la densité volumique de charge associée à cette représentation. Eh bien, il suffit d'écrire que la charge totale du noyau, E, eh bien, c'est la somme sur le volume du noyau de ρ des taux. Le noyau étant uniformément chargé, on peut sortir ρ de l'intégrale. Et donc, comme le volume de la sphère de rayon A, c'est 4 tiers de pi a cube, on trouve directement l'expression ρ ici en fonction de E. Et on nous demande donc, maintenant qu'on a une sphère chargée ici, une sphère chargée de densité de volumique de charge ρ uniforme, on demande le champ électrique créant un point à l'intérieur. Alors ça, c'est une question de cours, directement une application du théorème de Gauss. Donc on va étudier d'abord les symétries et les invariances de la distribution de charge. Donc pour ça, on va prendre un point n quelconque, placer un repère, bien ici un repère sphérique, ER, Eθ, Eφ, et puis on va chercher des plans de symétrie qui passent par n, puisqu'on veut la direction de E au point n, donc il est important de trouver des plans de symétrie qui passent par n. Et bien, les deux plans de symétrie qui passent par n, c'est NER Eθ, NER Eφ, son plan de symétrie de la distribution de charge. On déduit donc que E appartient à ces deux plans et est donc porté par ER. Alors, la composante de E suivant ER dépend du point où on est, et ce point peut être repéré par R, θ ou φ, mais par invariance de la distribution de charge par rotation d'angle θ et φ, E de n ne dépend que de R et est porté par ER. On va donc maintenant
Comme on cherche le champ électrique au niveau du point N, appliquer le théorème de Gauss sur une sphère de rayon petit r, et ça c'est un résultat très classique du cours. On va trouver que E vaut ρr sur 3 epsilon 0 ER, puisque ici on va trouver le flux de E qui va donner E fois 4 pi r carré. La charge intérieure à la surface de Gauss va donner ρ fois le volume à l'intérieur de la surface de Gauss qui est 4 tiers de pi petit r cube. On trouve donc ici le champ E au niveau du point N. Donc on nous demande d'en déduire la force qui va s'exercer sur l'électron, noté petit n, qui est à l'intérieur du noyau. Et bien la force du noyau sur l'électron, ça va être une force de type force de Lorentz, qui fait que l'électron voit le champ électrique créé par le noyau, il va ressentir une force QE, où E est le champ électrique créé par le noyau, Q pour l'électron c'est moins E, donc c'est pourquoi j'ai écrit moins E fois le champ électrique au niveau de petit n. Petit n, il est caractérisé par cette distance R, donc on reprend le résultat précédent, et on voit apparaître R fois ER, et R fois ER, je rappelle que ER c'est ce vecteur unitaire là, c'est ni plus ni moins que le vecteur Pn. Donc on peut trouver la force du noyau sur l'électron, et par la loi des actions réciproques, on déduire la force de l'électron sur le noyau en prenant son opposé. Donc finalement, le noyau, on va le modéliser par un point P, l'électron par un point N, et on vient de démontrer que les deux exercer une interaction l'un sur l'autre mutuellement, et on va en fait voir qu'ils oscillent autour d'un point O, qui est représenté ici, et on nous demande O qui va être considéré comme point fixe, et de étudier le mouvement de N et de P autour de O, donc d'écrire les équations du mouvement associées au mouvement du point N et du point P. Alors pour ça, on va écrire sur le point N et sur le point P la seconde loi de Newton, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc l'électron de masse petit m, fois son accélération, donc la dérivée seconde de sa position, et sa position c'est le vecteur ON, est égal à la force extérieure qu'il ressent, ici c'est la force due au noyau, qu'on a mis ici, et qu'on redonne ici d'après la question précédente. On peut faire désormais la même chose maintenant sur le noyau. Cette fois-ci la masse du noyau c'est grand M, on la note ici, sa position c'est le vecteur OP, la force extérieure qui s'exerce sur le noyau c'est la force de l'électron sur le noyau, et elles vont donc E carré sur 4 pi epsilon 0 a cube Pn comme on l'a vu tout à l'heure. Et à partir de ça, on nous propose d'introduire la grandeur R- et la grandeur R+, qui sont respectivement les vecteurs ON et les vecteurs OP, et d'en déduire une équation différentielle vérifiée par le vecteur R, qui sera le vecteur R qu'on va faire apparaître, qui va être R+ moins R-. En fait, pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est parce qu'on a ici des équations couplées. On va le voir ici, hein, une première équation, l'équation étoile, si on la réécrit, elle s'écrit comme ceci. Je peux faire un théorème de Chasles sur Pn, et ça fait PO plus ON, et on voit que ça fait apparaître R- en fonction, la dérivée seconde de R- en fonction de moins R+, et de plus R-. Et de la même manière, si je prends l'équation numéro 2, que je fais le même Chasles, j'ai la dérivée seconde de R+, en fonction de R- et R+. Donc, pour faire apparaître R, on va faire une combinaison linéaire des deux équations. Et la bonne combinaison linéaire, c'est de multiplier par M la deuxième équation, par petit m la deuxième équation, et par grand M la première, de telle manière à pouvoir simplifier le membre de gauche. Donc c'est ce qu'on fait ces deux multiplications, on soustrait les deux expressions, et on voit apparaître une équation découplée, ça veut dire dans la seule dépendant d'une seule variable, qui est la variable grand R, et on voit que finalement cette équation ressemble à une équation du type somme des forces égale MA, avec M qui serait ça, qui est donc homogène à une masse, qu'on va appeler mu, la masse réduite, D2 R qui est homogène à un vecteur position, égale une force extérieure. Donc on voit qu'on a quelque chose qui ressemble à une seconde loi de Newton, qui s'appliquerait à une particule fictive, dont le vecteur position serait grand R, et dont la masse serait ce qu'on appelle la masse réduite, mu égale mm sur m plus grand M. Et elle serait soumise à une force, cette particule réduite qui est celle-ci, et ce problème est équivalent au problème de l'atome que nous sommes en train d'étudier. Et donc, pour cette force, on nous demande de la mettre sous la forme moins mu oméga 0 carré R, et bien il suffit d'identifier cette expression-là à celle-ci en utilisant l'expression de mu trouvée ici, et on trouve la valeur de oméga 0.
Donc nous venons de faire apparaître une pulsation caractéristique oméga 0. On nous demande de faire l'application numérique, donc pour cela on peut d'abord calculer la masse réduite mu. On nous donne A qui est de 0,1 nanomètre, qui est le rayon de l'atome dans notre modèle, et 0,1 nanomètre c'est un angstrom, c'est la taille caractéristique d'un atome, donc c'est cohérent. Et on trouve avec ça une pulsation de 2 puissance 16 radians par seconde. On nous demande à quel type d'onde ça correspond. Bah ça, le plus simple, c'est peut-être de se ramener en longueur d'onde. On trouve 0,1 micromètre. Donc en dessous de 400 nanomètres, un petit peu en dessous de 400 nanomètres, on est dans le domaine ultraviolet. Alors que venons-nous de montrer? Résumons un petit peu. Nous venons de montrer que le vecteur R, qui est celui qui va de n vers p, vu que c'est R plus moins R moins, est soumis à une équation différentielle de type oscillateur harmonique de pulsation caractéristique oméga 0 carré, oméga 0, pardon, qui était typique de l'ultraviolet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce vecteur-là va osciller au cours du temps, et autrement dit, on peut bien imaginer que n et p vont passer par des étapes voilà, d'oscillations successives, comme ça, ils vont s'éloigner, se rapprocher, s'éloigner, se rapprocher. Et comme n, qui correspond à l'électron, est chargé moins e, et que p, qui correspond au noyau qu'on a concentré en son centre et à qui on a attribué la charge plus e, on a finalement un vecteur ici, R, qui va s'étirer, se raccourcir, s'étirer, se raccourcir, et ça peut être modélisé par un dipôle électrostatique. Un dipôle électrostatique, ce sont deux charges, plus Q et moins Q, qui oscillent, enfin, qui sont placés comme ça, et si en plus on s'intéresse au rayonnement de ce dipôle, on s'intéresse à ce qui se passe quand ces charges oscillent, c'est-à-dire la distance entre les deux évolue au cours du temps. Et bien c'est pourquoi nous allons maintenant étudier notre atome, sachant qu'il est soumis à des oscillations de pulsation caractéristique oméga 0, nous allons voir quelle est l'onde électromagnétique qui va rayonner en le modélisant par un dipôle de moment dipolaire P égale E fois R. Alors c'était justement la première question, nous demandait à quoi correspond P. Ben, P c'est le moment dipolaire de l'atome, le moment dipolaire électrique de l'atome, et on nous disait que un des champs que rayonnait cet atome était sous une forme qu'on nous proposait, qui était de la forme mu0 sinus θ sur 4 pi rc p point point de t moins r sur c. Alors, et on nous demandait si c'était le champ électrique ou le champ magnétique. Alors c'est le champ magnétique, et pour ça on va le démontrer avec une analyse dimensionnelle qui va par exemple faire intervenir la grandeur mu0. Et la grandeur mu0, le plus simple pour faire apparaître sa dimension, c'est d'utiliser le théorème d'Ampère. Donc on rappelle le théorème d'Ampère, l'intégrale de B sur un contour mais c'est mu0, la perméabilité magnétique du vide, fois le courant enlacé par ce contour. Et si on fait l'analyse dimensionnelle de cette formule, elle nous donne tout de suite que la dimension du champ magnétique, c'est mu0 fois un courant sur une longueur. Il nous reste donc à montrer que cette expression a la même dimension. Alors mu0, nous pouvons le sortir, il est là, sinus θ est sans dimension, et il reste ici dimension de P point point sur dimension de R fois dimension de C. Alors, R est une longueur, C c'est la célérité de la lumière dans le vide, donc c'est une longueur sur temps, et P point point, c'est la dérivée seconde de P par rapport au temps, donc ça a la dimension de P divisé par un temps au carré, donc T-2. Or, la dimension de P, c'est un moment dipolaire, donc c'est une charge fois une longueur, donc c'est la dimension d'une charge fois une longueur. Donc j'en déduis ici la dimension de toute l'expression à laquelle on s'intéresse, celle-ci, en fonction de la dimension d'une charge, E, et de la dimension de mu0. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'une charge divisée par un temps, eh bien ça, c'est la dimension d'une intensité. Et donc ça, en utilisant que ET-1, c'est la dimension d'une intensité, on retrouve, avec les simplifications de toutes les autres dimensions, que notre expression a la dimension de mu0 fois une intensité sur une longueur, c'est-à-dire exactement ce qu'on avait trouvé pour un champ magnétique. Donc la dimension de notre expression ici est bien la dimension d'un champ magnétique. Le champ proposé était le champ magnétique. Alors on nous demande ensuite l'expression du champ électrique, vu qu'on a l'expression du champ magnétique. Alors on nous dit que localement l'onde se comporte comme une OPPH, et localement elle est dirigée par le vecteur ER, donc son vecteur d'onde c'est KER. C'est-à-dire que le dipôle est comme ça, et si on se place assez loin, le dipôle rayonne dans toutes les directions électromagnétiques. Alors pas de manière isotrope, hein, il va y avoir des directions favorisées, mais en revanche la direction est radiale. Donc la direction de propagation de cette onde, c'est ER, et donc le vecteur K ici est de la forme KER. On nous dit qu'elle se comporte comme une OPPH,
on connaît d'après la question précédente le champ magnétique, et on sait que pour une onde plane, K, E et B forment un trièdre direct. Donc si B suivant U phi, dans cette direction-là, donc B vers le fond, E est nécessairement K, E, pour que B, K, E et B forment un trièdre direct, E est nécessairement dans cette direction-là, c'est-à-dire qu'il est porté par Uθ. Et donc, ça va nous permettre, c'est ce qu'on dessine ici, de poser que E est suivant Uθ, et comme on a localement une structure d'OPPH, on peut utiliser la relation de structure. B égale K vectoriel E sur oméga, ça c'est la relation qui est issue de Maxwell-Faraday, qu'on applique à une onde plane progressive harmonique. On remplace B par son expression, ici à gauche. K c'est KUR, E c'est E suivant Uθ, sur oméga, et donc ça fait K sur oméga fois E U phi. Oméga sur K d'après la relation de dispersion, c'est la célérité, et je peux isoler ainsi E et trouver le champ électrique rayonné par le dipôle. Alors nous venons de trouver donc les expressions de E et B rayonnées par notre atome, donc notre atome qui, par les forces entre l'électron et le noyau, oscille, un vecteur R qui oscille, rayonne une onde électromagnétique dans toutes les directions, et nous allons calculer le vecteur de Poynting associé à ce rayonnement, mais avant de faire ça, on voudrait juste caractériser à quelles conditions les expressions que nous venons de trouver sont vraies, et elles sont justes en fait si on se situe dans la zone de rayonnement, et donc d'après le cours, la zone de rayonnement nécessite certaines contraintes sur les échelles utilisées. Ça veut dire que on étudie l'onde créée en un point M. Alors la distance du point M à l'atome est notée petit r, donc ici on a la présence de l'atome, et il faut que cette distance soit très grande devant la longueur d'onde de l'onde émise, lambda, ici représentée en rouge. Donc lambda R doit être très grande devant lambda pour être dans la zone de rayonnement, et lambda doit lui-même être très grand devant les dimensions caractéristiques de l'atome, dimensions caractéristiques du dipôle. Ça permet d'assurer que les charges au sein du dipôle sont non relativistes. Donc il y a cette double égalité-là à vérifier, double inégalité-là à vérifier. Dimension caractéristique du dipôle très petite devant la longueur d'onde de l'onde rayonnée, elle-même très petite devant la distance à laquelle on étudie l'onde rayonnée, petit r. Et ça nous permet d'être dans la zone de rayonnement. Et quand on est dans cette zone de rayonnement, on peut utiliser E et B trouvés précédemment, et on peut calculer le vecteur de Poynting qui caractérise le déplacement de l'énergie électromagnétique en appliquant sa définition, E vectoriel B sur mu0, et en remplaçant E et B par leurs expressions, on trouve cette expression-là du vecteur de Poynting. Donc on voit une dépendance en sinus θ au carré qui montre bien que le rayonnement n'est pas isotrope. Selon la valeur de θ, on ne va pas rayonner la même quantité d'énergie. En particulier, au-dessus du dipôle, donc θ on rappelle dans le repère sphérique, si on prend un point M quelconque, θ il est défini ici comme ça, et bien au-dessus du dipôle, dans la direction θ égale 0, on voit qu'on ne rayonne aucune énergie. A contrario, l'énergie rayonnée sera maximale quand θ vaudra pi sur 2, puisque le sinus carré θ vaudra 1. Alors voici donc le vecteur de Poynting instantané, qui fait apparaître le temps. On veut calculer sa valeur moyenne. Et bien pour cela, on va prendre la valeur moyenne de pi, et on va se souvenir que P point c'est E x point EX, puisque on nous avait expliqué un peu plus haut dans l'énoncé que la définition du moment dipolaire, c'était que P c'était E fois X, porté par EX, donc si on dérive deux fois, on fait apparaître EX point, et donc si on prend la valeur moyenne de P point carré, ça fait E carré, valeur moyenne de X point carré. On a des signaux périodiques, a priori, donc la phase à l'origine n'intervient pas, le décalage temporel n'intervient pas, on peut remettre directement en fonction de moyenne de X point carré, et on trouve cette expression-là pour la moyenne du vecteur de Poynting, qui va ensuite nous permettre de calculer la puissance moyenne rayonnée à travers une sphère de rayon R. Donc pour faire ceci, on va devoir intégrer le vecteur de Poynting sur une sphère de rayon R, c'est ce qu'on va faire ici. Alors pourquoi? Puisque le vecteur de Poynting, c'est la puissance surfacique, et donc par définition, pour trouver la puissance moyenne, on intègre le vecteur de Poynting moyen sur la surface S, ici en pointillé jaune. Il va falloir la découper en petits éléments de surface delta S qui sont portés par UR, ce qui nous permet de enlever les vecteurs ici et de remplacer pi par sa projection suivant UR. Un certain nombre de termes dans son expression sont constants sur toute la surface. R est constant par exemple sur la surface, et toutes les autres sont des constantes, donc on peut les sortir de l'intégrale, et il reste mu0 E carré sur 16 pi carré R carré C moyenne de X point carré
fois l'intégrale sur la surface de sinus carré dθ, et c'est là qu'il faut expliquer un petit peu le calcul de ds, puisque sinus θ n'étant pas constant sur la surface, il faut procéder à un découpage. Alors on rappelle vite fait le découpage en sphérique, on est sur une surface de rayon R, et puis on va se déplacer un petit peu comme ça, se déplacer un petit peu comme ça pour créer un élément de surface ici, que je assure, qui s'appelle delta S. Alors, on a une distance R du centre du repère, et on a fait varier l'angle ici d'une petite quantité dθ. Donc, ce côté-ci de la surface élémentaire vaut R dθ. Ça, c'est pour la variation d'angle dθ. Et puis ensuite, on s'est déplacé ici d'un petit angle δ, mais à une distance ici qui vaut R sinus θ de l'axe nord-sud, ce qui fait que ce côté-là a une longueur R sinus θ δ. Alors ça on le montre que cette longueur-là vaut R sinus θ, puisqu'on a ici un angle R, et qu'on a un triangle rectangle comme ceci. Et donc ds, on voit R carré sinus θ dθ dφ. Ça c'est l'élément de surface AR constant dans le repère sphérique, puisqu'on va faire le produit des deux longueurs qu'on vient de trouver. Et donc en remplaçant le ds ici par son expression, eh bien on voit qu'on a un sinus cube θ à intégrer, puisque, bon, dφ on va l'intégrer de 0 à 2π pour parcourir toute la sphère, sinus cube θ on va l'intégrer de 0 à π, et on voit apparaître l'intégrale de 0 à π sinus cube θ dθ, mais qui nous est donnée, qui vaut 4 tiers. En remplaçant et en plus en écrivant que la célérité de la lumière dans le vide c carré c'est 1 sur mu 0 epsilon 0, on trouve l'expression de la puissance moyenne rayonnée par le dipôle. Donc c'est proche de ce qu'on démontre comme la formule de Larmor dans le cours. Donc voilà cette démonstration de cours qu'on vous redemandait ici. Alors comme nous venons de voir que le dipôle oscillant rayonne de la puissance dans toutes les directions, eh bien c'est de l'énergie que perd le dipôle. Et si ce dipôle perd de l'énergie, eh bien son oscillation, dont nous avions vu qu'elle était harmonique, comme ça, risque de décroître en amplitude, et ça va se caractériser par l'existence d'une force qui s'oppose au mouvement, type une force de frottement, et donc on va justement modéliser la puissance perdue par rayonnement comme la puissance que ferait perdre une force de frottement au système. Alors pour cela, l'énoncé nous dit qu'on va mettre ainsi la puissance rayonnée sous la forme d'une force fois une vitesse. Alors je pense qu'il y a une petite erreur ici, car comme c'est une puissance perdue par le système, il faut mettre un moins, mais en fait cette erreur, elle n'a pas de répercussion, puisqu'il y a aussi à mon avis ici une petite inexactitude, puisque là, cette expression-là qui vient a priori d'une intégration par partie oublie un moins également, donc finalement ça a peu de conséquences puisque les deux moins vont se compenser. Et donc si on identifie, on reprend l'expression de la puissance précédente, on remplace avec l'égalité ici écrite, on peut identifier que P c'est bien l'expression d'une force fois une vitesse, et que cette force qui va s'exercer ici sur la particule fictive qui oscille, eh bien, va être de cette forme-là. Et donc on va pouvoir maintenant dans la question suivante écrire le PFD en prenant en compte cette nouvelle force, de type force de frottement. Alors c'est pas vraiment une force de frottement puisque ça fait intervenir une dérivée troisième de x, mais ça va jouer à peu près le même rôle, ça va ralentir un petit peu l'oscillation et faire décroître en amplitude l'oscillation au sein de l'atome. R, on savait que c'était xex en unidimensionnel, et donc en projetant la seconde loi Newton, donc qui faisait apparaître la masse réduite fois l'accélération de la particule fictive, le terme d'interaction entre le noyau et l'électron, et la nouvelle force qu'on vient de rajouter, eh bien, en l'écrivant en unidimensionnel, on trouve la nouvelle équation différentielle vérifiée par le système, et on va essayer de la résoudre en cherchant une solution sous forme exponentielle. Alors comme on a une équation un petit peu inhabituelle, on va d'abord essayer de la résoudre en complexe, en cherchant une solution sous la forme x0 ei oméga t, et en supposant que la pulsation de la solution soit proche de la pulsation propre du système qui existait oméga 0 quand on négligeait le rayonnement du dipôle et qu'on considérait juste qu'on avait un oscillateur harmonique de pulsation caractéristique oméga 0. Donc on va avoir une sorte de pseudo-pulsation oméga qu'on va nommer oméga 0 plus delta oméga, et on va supposer que, disons que la force introduite dans la partie précédente pour modéliser la puissance perdue par rayonnement ne modifie pas de manière conséquente la pulsation par rapport à l'oscillateur harmonique. Donc oméga c'est oméga 0 plus delta oméga qui est faible, qui est une perturbation des oscillations harmoniques. Donc on
va supposer que delta oméga est très petit devant oméga 0, ce qui va revenir aussi à cette supposition-là, oméga 0 e carré sur epsilon 0 mu c cube très petit devant 1. Alors, on va faire ce que nous dit l'énoncé, c'est-à-dire qu'on va injecter la forme de la solution proposée dans l'équation que nous avons trouvée. Alors, on injecte et on arrive d'abord à cette équation-là. Donc on voit bien que oméga carré, c'est oméga 0 carré plus quelque chose. Alors, on sait aussi que oméga, c'est oméga 0 plus delta oméga. Donc j'ai remplacé. Et puis, quand on nous dit que des choses sont petites devant 1 ou que quelque chose est petit devant quelque chose, ça nous fait indéniablement penser à l'utilisation de développement limité. Donc ici, je peux factoriser par oméga 0 carré, faire apparaître du 1 plus un terme qui est petit devant 1 et faire un développement limité à l'ordre 1 ici. Et je trouve que oméga carré, c'est oméga 0 carré plus 2 delta oméga oméga 0. Donc ce terme-là, je vais l'identifier à ce terme-là, puisqu'on a oméga carré à chaque fois qu'il y a oméga 0 carré plus ce terme-là. Et par identification, on trouve l'expression de delta oméga. Et delta oméga, on s'aperçoit qu'il est imaginaire pur. C'est pas forcément quelque chose auquel on aurait pensé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que x, ce qui représente le déplacement des charges au sein de l'atome, donc l'oscillation des électrons et du noyau, c'est x0 exponentielle i oméga t, donc je vais remplacer oméga par oméga 0 plus delta oméga, et en le remplaçant, en fait, le fait que delta oméga soit un imaginaire pur va faire apparaître ici un terme moins, et va faire disparaître le i qui était dans l'exponentielle complexe ici, ce qui fait que, alors après on peut l'écrire sous la forme x égale x0 exponentielle moins gamma t sur 2, donc par identification on trouve l'expression de gamma, exponentielle i oméga 0t, et si on veut comprendre ce que ça veut dire, bien prenons la partie réelle pour revenons en réel, ça veut dire que x de t va osciller avec, alors si x0, on va dire que c'est la forme x0 eg phi. Donc si je reviens au niveau de la partie réelle, x de t sera égal à x0 exponentielle moins gamma t sur 2 cosinus de oméga 0t plus phi. Puisque le exponentiel j phi et le exponentiel i oméga 0t, je les aurais regroupés et en prenant la partie réelle, j'aurais eu cosinus de oméga t plus phi. Et ça, cette quantité-là par contre est réelle, donc elle reste ici. Et donc, de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit qu'on n'a plus un oscillateur harmonique, mais qu'en raison du rayonnement de puissance du dipôle, parce qu'en fait on a l'électron noyau qui oscille, ça crée un dipôle qui rayonne de la puissance, et bien ça crée une force de type frottement qui s'exerce sur eux et qui diminue l'amplitude des oscillations. C'est bien ce qu'on observe ici avec ce terme en exponentielle moins gamma t sur 2. Ce qu'on vient de démontrer, c'est ce qu'on appelle le modèle de l'électron élastiquement lié, c'est-à-dire que si on résume, on va faire simple, on va supposer que le noyau est beaucoup plus lourd que l'électron et que le noyau peut être considéré comme immobile. C'est une manière de modéliser un peu plus simplement. On a un noyau de charge positive et puis on a un électron de charge moins E qui oscille comme ça autour. On a d'abord démontré que l'interaction de la force du noyau sur l'électron pouvait être modélisée par une force de type moins KR, avec R la position de l'électron. Donc ça c'est une force de type force de rappel, et ça on le démontre avec le modèle de Thomson qui nous a permis de trouver le champ électrique, et à partir de ce champ électrique trouver la force qui s'exerçait sur l'électron, et donc l'interaction noyau-électron se modélise par une force de rappel élastique. On a ensuite, donc ça c'était la première partie, dit que l'électron qui oscille finalement ça faisait un dipôle qui rayonnait de l'énergie. Et bien nous avons montré que ça c'était associé à une décroissance des oscillations de l'électron autour du noyau, et que on allait pouvoir le modéliser par une force. Et alors le moyen le plus simple ensuite de le faire, donc nous on a vu que c'était une force en dérivée de troisième de x, mais finalement quand on voit la forme de x au final qui est x0 exponentielle moins gamma t sur 2 cosinus oméga t plus phi, c'est un comportement qu'on peut aussi obtenir en considérant une force de frottement de type moins hv ou moins hr point, et c'est ce qu'on prendra ensuite quand on utilisera le modèle de l'électron élastiquement lié. Et donc l'objectif de cette première partie du sujet central, c'était de redémontrer la physique qui justifiait le modèle de l'électron élastiquement lié, et cette physique, ce modèle qui est utilisé dans la suite pour justifier le ralentissement des atomes par laser et l'obtention de l'atome froid. C'est ce qu'on verra un peu plus tard.